Michel Maffesoli, merci beaucoup d'être au siège du Nouveau Conservateur et merci d'y avoir contribué à plusieurs reprises. Oui. Mais vous avez un trait de caractère qui me plaît beaucoup et qui est le contraire du réactionnaire. Vous n'êtes jamais ronchon, grognon, vous souriez toujours, votre sourire est fameux, aussi fameux que votre nœud papillon, car après avoir une grande carrière universitaire sur laquelle nous revenons, une carrière de philosophe qui a connu Heidegger, et vous vous dites heideggerien, mais vous êtes aussi sociologue, avec cette particularité que vous avez fait exploser la sociologie, et que maintenant vous entamez une carrière médiatique affirmée. Donc on connaît votre nœud papillon, votre bon sourire, et surtout votre regard implacable sur ce monde, mais qui ne désespère pas, qui au contraire voit partout jaillir des lueurs d'espérance, comme disait le général de Gaulle. Alors, commençons par le commencement. Il y a une chose qui est très explicative de votre bonhomie, c'est le Sud. Vous aimez le Sud, vous venez du Sud, vous vivez autant que possible dans le Sud, enfin vous vivez à Paris à titre principal, quelque part sur le boulevard Saint-Michel, ce qui vous va à merveille, mais commençons par le Sud. Où êtes-vous né? Vous êtes Cévenol un peu, on peut dire? Oui, oui, je suis d'un petit village des Cévennes, dans les hauts cantons de l'Hérault. C'est mon village natal et j'y vais très souvent, en effet, parce que dans le fond, puisque vous avez parlé de ma carrière, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit, je l'ai puisé dans ces racines-là. Et que maintenant encore, je discute très souvent avec ma parentèle, avec mes amis, mes voisins. Au bar? Qui sont des ouvriers, qui sont, dans le fond, non pas des intellectuels parisiens. Et pour ma part, c'est d'eux que j'ai appris tout ce qu'était cette sagesse populaire que j'essaie de décrire dans mes livres. Vous parlez beaucoup avec les villageois. Oui, je parle, j'aime bien le café du commerce. Okay, oui, le bar, c'est le café du commerce sur la place du village. Gambetta. Et là encore, moi j'aime boire et j'aime le vin. Donc, et je vais discuter avec eux, en effet, de beaucoup de choses. Vous avez dit tout à l'heure, je voudrais vous corriger. Non, je suis un vrai réactionnaire, mais pas conservateur. Et pas pessimiste, c'est ça, c'est surtout ça qui vous distingue du Joseph de Maistre, qui m'a beaucoup inspiré, derrière, que j'ai vu tout à l'heure dans votre bibliothèque, j'ai été disciple de Gilbert Durand, il faudra y revenir. Oui, nous allons parler de Gilbert Durand, qui a écrit pas mal de choses sur lui-même Joseph de Maistre. Disciple de Jung et de Jung, exactement, mais qui a écrit un livre sur Joseph de Maistre. Et de Bachelard. Un conte sous l'acacia. Voilà. Et donc, Joseph de Maistre avait cette formule, réactionnaire et pas conservateur. Et par rapport au début de ce que je disais tout à l'heure, réactionnaire, ça veut dire enraciné, être attentif aux racines, être attentif à la tradition. Et s'il y avait un oxymore qui définit tout mon travail, c'est enracinement dynamique. C'est que cette plante humaine que nous sommes, tout d'un coup se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. C'est pas un oxymore, où est la contradiction? Non, enracinement dynamique, c'est-à-dire que c'est à partir des racines... La racine crée de l'énergie de toute façon, par nature. Il y a de la force, la dynamisme en grec c'est la force. La dynamisme. Voilà, donc pour ma part... Vous oubliez de dire que vous parlez grec comme vous parlez français. Bon, j'aime le grec. Et le latin, et vous aimez le grec. Voilà. Et les grecs. Et les grecs, et le grec, et le latin, puisque j'ai quand même fait, après avoir quitté mon petit village de Gresse-Sac, dans les Cévennes, j'étais au lycée Henri IV, et ce qui m'a appris à l'époque, c'était en 1955. 1955, ça fait déjà longtemps, d'une certaine manière. Je ne sais pas combien. Et depuis, je reste enraciné dans ce grec et ce latin. Et tout ce que j'écris, même en vieillissant, vers la fin de ma vie, là, actuellement, que je suis en train d'écrire, j'écris encore plus en latin et en grec. Comme étant nos racines. Et oui, c'est des racines dynamiques, voilà. Enfin, créatrices. Les racines sont créatrices par nature. Enfin, je pense qu'il n'y a pas tellement de contradictions. Vous m'avez dit aussi un jour que quand vous avez besoin d'écrire, vous partez un peu sur les hauteurs, non? Mais cette fois, c'est dans les Alpes du Sud, je me trompe? Non, tout à fait. C'est une vallée perdue, pas loin de Briançon, où j'ai là, depuis une quarantaine d'années,
un chalet d'alpage, ce qu'on appelait un chalet d'alpage, c'est-à-dire là où les paysans montaient l'été pour faire paître leurs troupeaux. Et j'en ai fait un refuge avec une grande bibliothèque. Et ce refuge, je l'ai copié, pour tout vous dire, du Tonnerbert de Heidegger, hein, c'est-à-dire sa maison comme ça de campagne, qui, de la même manière que les miens, est totalement isolée. Et ayant été 2 ou 3 fois chez lui, j'ai copié ce modèle dans ma maison. Et c'est là, en effet, c'est à 2000 mètres. On y reviendra. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont rencontré Heidegger. Disons que, oui, je suis un des derniers Français vivants, on peut dire, à l'avoir rencontré, parce que j'avais fait... J'étais à Strasbourg, étudiant à Strasbourg à l'époque. Oui. Et j'avais justement une thèse de philo et une thèse de sociologie avec Julien Freund et philosophie avec Lucien Braun. Braun, qui est un philosophe pas très connu, mais qui était professeur à Strasbourg et qui avait le même type de vie qu'Heidegger. Hein. C'est un enfant du peuple qui avait fait le petit séminaire, qui avait appris à jouer de l'harmonium, etc. Puis après, il est devenu, comme ça, professeur de philosophie. Et Heidegger était très lié à ce Braun. Et comme Heidegger ne savait pas conduire, c'est Braun qui le conduisait ici ou là, quand il y avait des déplacements. Strasbourg est à 50 km de Fribourg, hein, donc oui, de toute façon, c'est tout proche. Et c'est lui qui m'avait conduit, bien sûr, voir Heidegger. J'ai assisté à son dernier cours, le 29 mai 1969. Voilà. Alors, nous sommes partis de Cressensac, ce village... Cressensac, pardon. Oh, c'est un nom imprononçable. Oui, peut-être Sévenol, où vous revenez, mais où vous avez passé votre enfance. Vous avez passé votre enfance là ? J'ai passé jusqu'à 11 ans, hein, c'est-à-dire que j'étais nommé... je suis rentré au lycée en 55. Au lycée d'où alors au lycée de Henri IV. À Paris, alors. Paris, oui, ah oui, oui, oui. Alors, vous passez par Paris avant d'aller à Strasbourg pour vos premières années d'études ? Oui, voilà. Après le bac, je suis allé faire mes études à Strasbourg parce que, tout simplement, c'était la ville la plus proche de l'Allemagne, si je puis dire. Hein, et que j'étais fasciné, vos philosophes allemands. Voilà, et que j'étais fasciné par la philosophie allemande. J'avais fait des stages en diverses villes en Allemagne, des stages d'études. Et voilà, je suis allé commencer mes études à Strasbourg. Vos parents étaient spécialement intello pas vraiment. Mon papa était mineur, mon grand-père était mineur. Mon nom, ma Fésoli, vient de mon grand-père qui était un Italien venu travailler dans les mines en 1895, un truc comme ça, à la fin du 19e. Là, il a épousé ma grand-mère et mon père est né là, moi je suis né là, mais voilà, donc mon papa était un ouvrier. Et d'ailleurs... Un mineur. Un mineur. Un mineur de fond. Et en même temps, je vous disais tout à l'heure, je puise beaucoup auprès de ma parentèle de cette sagesse populaire, et bien évidemment, ma famille participe de cela, mais encore une fois, était de ces ouvriers qui poussaient. Hein. Par exemple, moi, je n'ai jamais lu de bande dessinée, j'avais toujours des livres. Ah oui, qui poussaient leurs enfants à s'élever, on peut dire. Voilà, en gros, c'est quelque chose de cet ordre. Oui, on vous imagine mal lire des bandes dessinées. Michel m'a fait Et non, on perd du temps. Il ne faut pas perdre de temps. C'est comme les gens qui s'intéressent au football, ils perdent un temps fou. Enfin, ou au sport. Non, mais il peut y avoir des choses intéressantes. C'est pas ma culture. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. D'accord, on vous dit toujours les choses. Comme dirait Proust, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre, à propos de Swann. Voilà. Écoutez, c'est assez étonnant, ça, cette famille. Vous étiez une famille nombreuse ? Non, pas du tout, non. J'ai eu une sœur. Oui. Uniquement. Très poussé par ses parents et qui finit à l'Institut universitaire de France. C'est le sommet, j'allais dire le Panthéon, c'est le sommet de la hiérarchie universitaire. On ne peut pas dire que vous soyez pour autant un grand mandarin parce que vous avez employé suivi des chemins qui vous appartiennent en propre. Vous avez suivi vraiment votre route et vous dites... Je me suis borné, c'est la phénoménologie, je me suis borné à dire ce que je vois. Voilà, c'est un peu un de vos fils directeurs. Je dis ce que je vois. Mais vous voyez tout, et vous regardez tout, et vous regardez partout, puisque vous êtes intéressé à l'astrologie, vous êtes intéressé aux rêves partis, votre regard va partout, et vous avez un peu décloisonné la sociologie grâce à cela, qui était, avant vous, très prisonnière de dogmes marxistes ou de dogmes
Si je puis me permettre, il y avait Non. deux types de... Oui, il y avait une sociologie marxisante, on va dire, Oui. dominante à bien Oui. des égards. Jusqu'à Bourdieu. Alors, j'ai été considéré comme étant l'ennemi de Bourdieu. C'est ça, l'anti-Bourdieu. À juste titre. Je considère Délibéré. sa pensée ne présente aucun intérêt. Vous savez, je dis, pour résumer Bourdieu, il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé que pauvre, etc. etc. Voilà. Et après, vous mettez un apparat critique compliqué. Et vous faites école à partir de ce truisme. Voilà. Non, moi, ma position était justement d'avoir une conception de la sociologie qui était celle que j'avais appris de mes maîtres, de Julien Freund ou de Gilbert Durand ou beaucoup d'autres ici, Ballandier. J'ai connu pas mal de la génération, je dirais avant la génération des Bourdivins, Oui. qui était, je dirais, qui prenait au sérieux cette idée d'universitas, hein, c'est-à-dire ne pas être enfermé dans une chapelle. Une discipline. Même pas une discipline. Non, mais le mot discipline, d'ailleurs, se donner la discipline est quand même un terme curieux, si vous voulez. Hein. Non, moi je suis pour la disputatio, la vieille idée de l'universitas. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. Hein, c'est-à-dire le savoir universel. Voilà, avoir quelque chose où on met en contradiction, où on met en conjonction, où on voit quelle est la coïncidence qui peut s'opérer entre des manières de penser et d'agir intéressantes. Et c'est pour cela que vous avez dit, je vois, oui, c'est la phénoménologie qui m'intéresse, mais en même temps, je rappelle que très souvent, les voyeurs sont aussi des voyants. Hein, donc, on peut, parce qu'on sait voir, et c'est pas facile de savoir voir. Hein, le sociologue est un regardeur. Oui, un voyeur. Et un voyant, et un voyeur. Il peut devenir un voyeur, un voyant s'il sait être un bon voyant. Un bon voyeur. Un bon voyeur. Ma langue là, est en train de me donner des ennuis. Voilà, ce pour dire que la sagesse populaire le dit, on ne sait pas voir ce qui crève les yeux. Hein, et qu'il est important, plutôt que d'avoir une simple conception, je dirais, purement idéosophique, hein, le mot que j'ai proposé, hein, c'est-à-dire purement intellectuel, purement venu des idées. Le jeu de crâne. Voilà, en gros, quelque chose. Et voir, au contraire, repérer, moi je disais à mes étudiants, les livres et le bistrot. Hein, c'est-à-dire un va-et-vient entre, encore une fois, bien sûr, notre travail, c'est de lire, c'est d'écrire, etc. Et en même temps, de se nourrir de ces conversations du café du commerce, qui, à bien des égards, peuvent être intéressantes. Même un peu plus loin, parce que vous aimez aussi, en bon grec, et peut-être dans l'école des péripatéticiens, mais ils ont tous... penché dans le même sens, un mode de connaissance, c'est l'orgie, dites-vous. Oui. Aussi. Ah, oui. Vous avez beaucoup étudié l'orgie aussi. Les rêves partis, l'orgie. Non, c'est vrai. L'orgie à la grecque. Vous voyez, pour le dire en des termes le banquet. Un peu soutenus, oui, bien sûr. Je prends ici cette idée de Nietzsche. Hein. Il y a des grandes périodes où domine Dionysos. La figure d'Apollon ou de Prométhée, kiff. Et d'autres moments où arrive cette figure emblématique qui est Dionysos. Et pour ma part, je considère que ce qu'on appelle la postmodernité, hein, ce qui arrive après la modernité, c'est-à-dire après ces 3 siècles qui ont commencé avec le XVIIe, XVIIIe, XIXe, jusqu'à la moitié du XXe, et que ce qui est en gestation actuellement verra de plus en plus la figure dionysiaque. Alors j'ai écrit un livre qui m'avait valu quelques ennuis, parce que beaucoup de mes chers collègues sont ignorants, hein, L'ombre de Dionysos. Qui vient d'être édité, d'ailleurs. Qui vient d'être édité dans la 6e édition. On le voit à l'écran. Et dont le sous-titre est « Contribution à une sociologie de l'orgie ». Voilà. Mais je rappelais, dans la préface de cette 6e édition, je rappelle que le mot « orgué » en grec, c'est les passions communes, c'est pas simplement la partouze. Si j'avais écrit un livre sur la partouze, peut-être serais-je plus riche, bien évidemment. Oui, mais c'est très réducteur. Voilà. Mais je considérais qu'il y a bien sûr des éléments qui ont trait à la vie sexuelle d'une société, qui n'est pas négligeable à bien des égards, mais qu'en même temps, gardons à ce mot orgué son sens plein, c'est-à-dire le partage des passions, des émotions, des sentiments. Pour arriver à la connaissance. Pour comprendre. Et le mot connaissance... Alors, à côté du grec, revenons un peu au latin. Je connais votre omniscience philologique. La connaissance cum nacere, naître avec. Connaissance et que d'une certaine manière, on ne peut connaître que si on est avec ce que l'on décrit, hein, si je puis dire. Voilà. Donc oui, en effet, moi je considère que la connaissance est importante. Je m'étais, juste au début de ma carrière à la Sorbonne, je ne sais plus quelle année, j'ai publié un livre qui s'appelait « La connaissance ordinaire ».
qui est un livre d'épistémologie auquel je tiens beaucoup, et qui était justement contre ce qui est pour moi un faux scientisme de ces sociologues qui se croient scientifiques. Hein, je dis scientisme. Vous dites que la sociologie, je vous coupe, pardon, que la sociologie n'est pas une science, c'est une connaissance. Mais bien sûr, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est une connaissance, et arrêtons d'être obsédés par censément faire de la science. Non sunt dignus, je ne suis pas digne. Moi je respecte, j'ai des amis astrophysiciens, physiciens, chimistes, et du plus haut niveau, à bien des égards, avec qui je discute, avec qui j'écris, avec lesquels j'écris. Et je considère que la sociologie, la philosophie n'a pas à se parer de ce faux titre. Hein. Par contre, l'idée de connaissance me paraissait importante. Et je rappelle, connaissance ordinaire. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, à partir de la vie de tous les jours. J'ai créé tout de même, quand j'étais nommé à la Sorbonne, j'ai créé un centre qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Hein, en montrant que finalement c'était la vie quotidienne qui était manger, habiter, s'habiller, qui était la vraie culture. Et que donc tout notre travail était justement d'essayer de décrire cette sculpture quotidienne qui pour moi est importante. Alors, je ne sais pas, avant de commencer le récit de votre vie, on tergiverse un peu pour commencer. Insistons sur ce mot de connaissance. La connaissance, elle peut être théorique et elle peut être métaphysique aussi. Elle a beaucoup de degrés. Vous êtes catholique, vous êtes même porté vers la théologie. Vous dites que vous lisez tous les jours. Vous m'avez dit un jour, je lis tous les jours saint Thomas d'Aquin. Oui. Oui, mon premier Alors texte... là, cette fois, c'est davantage... c'est pas le quotidien. C'est la connaissance au sens théologique. Ah bon? Non. Dites-moi. Bon, à l'époque, ce qui fut mon premier texte écrit, que je n'ai pas publié, mais qu'un jour je publierai, qui est paru un de mes éditeurs le veut, que pour le moment je l'ai gardé dans mes tiroirs, en 1966. J'ai publié un livre sur l'union de l'âme et du corps chez saint Thomas d'Aquin. Voilà. Et oui, je me suis à l'époque intéressé au thomisme. Sous l'influence à l'époque de Jacques Maritain, qui était un philosophe catholique, et qui montrait en quoi le thomisme n'était pas une simple philosophie dépassée, mais qui pouvait nous aider à comprendre ce qu'on vivait maintenant. Vous n'aviez pas 20 ans quand vous avez publié ça? J'en avais 22. 22, bon, pardon, laissez-moi vous rajeunir, voilà. Vous êtes tellement jeune. Oui, Maritain, dont vous parliez, qui est... Et le dernier livre de Maritain, c'est en 1966, justement, voilà. C'est-à-dire Le Paysan de la Garonne, pour ne pas le nommer. Le Paysan de la Garonne. Qui est un très beau livre. Bon, je vais vous donner un exemple qui, moi, m'est cher et qui nous renvoie là à la sociologie. C'est chez saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, à la question 49, exactement, de la première partie, qu'il y a une très belle analyse de saint Thomas sur l'habitus. Parce que c'est lui qui a parlé de l'habitus. Hein. Après, ce fut rapté par justement les bourdieusiens qui ont volé cette expression, et alors que c'est une expression importante, l'habitus. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, se rendre compte que ce sont nos habitudes qui déterminent la vie que nous vivons. Il donne un exemple simple. Le clerc du quartier latin a un habit et des habitudes. Hein, le juriste de la cité, quelques centaines de mètres en bas, a des habits et des habitudes. C'est ça l'habitus, vous voyez, c'est-à-dire comment on est déterminé par le lieu où l'on est, et que c'est ce qui fait très simplement la vie quotidienne. Voilà en quel sens, vous voyez, même saint Thomas peut nous aider. Alors, vous êtes venu avec une image, une photographie, c'est le moment de la montrer, qui illustre parfaitement ce que vous dites. Vous voici enseignant dans l'amphi d'Urkheim à la Sorbonne, à quelques encablures de votre bureau d'ailleurs, votre actuel bureau. Oui. Et c'est ça l'habitus aussi, c'est un ensemble, c'est un décor, c'est un lieu qui détermine aussi un comportement et une autorité. Et c'est aussi un habit. Et c'est aussi un habit. Hein, j'ai dit habitus, c'est l'habit habitude. Hein, oui, voilà. oui. Et par exemple, j'ai toujours... Vous n'avez jamais pris l'habit pour prêcher, j'allais dire, pour enseigner en chaire. Et si j'ai mon habit, oui, que je vous le montrerai un jour, bien sûr. Vous auriez pu venir avec pour TV Liberté, c'est dommage, pour TVL. Oui, ça aurait été bien. Oui, je comprends ce que vous voulez dire par habitus. Non, vous voyez, quand je dis habit, puisque vous parlez de cette photo, hein, je considère qu'il y a une dégradation dans l'éducation primaire, secondaire, etc., dès le moment où mes chers collègues sont en blue jean et le col dégrafé. Moi, j'ai toujours considéré, dès que j'ai commencé à enseigner, qu'il convenait que je sois en tenue correcte, que dans le fond la tenue extérieure traduit la tenue intérieure, et qu'il y a dégradation
il y a une relation, une corrélation que l'on peut faire dès le moment où il n'y a plus cette tenue extérieure qui ne fait que traduire le manque de tenue intérieure. Puisqu'on parlait de mon petit village, moi j'ai souvenir dans l'école primaire comment les instituteurs étaient toujours en cravate et en blouse grise, mais enfin bon, peu importe la couleur, mais qui traduisait d'une certaine manière, encore une fois, le respect que l'on portait à l'enseignement et le respect que l'on portait aux jeunes qui et étaient au mot de professeur, vous avez remarqué la dévaluation du professeur en prof. Un prof, c'est pas grand-chose. Un professeur, ça devient quelque chose. Voilà. Et est-ce que vous êtes aussi de ces écrivains qui s'habillent pour écrire? Non. Ah non? Non. Quand j'écris, je vous l'ai dit, dans ma montagne. Ah oui, vous n'avez pas besoin. Là, pas de nœud papillon. Et là, je n'ai pas de nœud papillon, pour être franc. Et là, je suis en tenue d'intérieur, on va dire. Je connais des écrivains qui, même chez eux, c'est possible. S'habillent pour écrire. C'est possible. Non, moi je reste. Ça conforte l'idée de l'habitude, l'importance de l'habitude. Non, mais bien sûr. Il se trouve que quand j'écris non, loin de Paris et à bien des égards, je dis bien en tenue d'intérieur. Voilà. On parlait de saint Thomas d'Aquin. Peut-être est-ce le moment, d'emblée, de parler de votre grande catholicité romaine. Oh, si vous y tenez, moi je ne tiens oui. pas trop à en parler, mais cela apparaît dans mes... Je puis citer 3 de mes livres, qui sont des livres comme ça de fin de carrière. Guider nos auditeurs. Après ce que j'ai publié en 66, ce que j'ai pas publié, ce que j'ai écrit en 66. Par exemple, j'ai écrit la parole du silence, qui a été suivie par la nostalgie du sacré, toujours aux éditions du Cerf, et là, ce qui vient de paraître le 17 janvier, Logique de l'assentiment. Voilà. Et voilà, je dirais, une trilogie qui réfléchit, et utilise beaucoup d'ailleurs saint Thomas, qui montre comment on ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible. Voilà. Et donc, ça, c'est une démarche de chrétien, croyant. Qu'est-ce que croire, si ce n'est en croire à ce qui est invisible autant qu'à ce qui est visible? D'une certaine manière, moi, il est un mystère qui me frappe beaucoup, qui est le mystère de l'incarnation, si vous voulez, qui est comment la transcendance devient immanente, si je puis dire. Et curieusement, d'ailleurs, il y a un philosophe dont on ne parle plus beaucoup, qui est dommage, Maurice Merleau-Ponty, qui était aussi d'ailleurs un phénoménologue, qui parlait de la chair du monde et qui insistait sur cette idée d'incarnation. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse dans cette perspective catholique, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un rapport étroit entre, encore une fois, ce que l'on considère comme invisible et qui est important pour saisir en profondeur le visible. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec Wittgenstein qui disait cette phrase, à mon avis stupide, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Oui, je ne connais pas bien Wittgenstein, même pas... Un logicien. Oui, je connais. Ça voulait dire pas de théologie. Non, mais j'entends bien. Mais Wittgenstein n'est pas du tout dans ma tradition, puisqu'il est de cette philosophie très anglo-saxonne, si je puis dire, quoi qu'il soit lui-même autrichien. Mais, les Saxons sont les Germains. Les Germains sont aussi des Saxons. Mais cette philosophie anglaise qui est pour moi de pas d'intérêt, mais qui peut avoir son intérêt, mais qui moi ne m'a pas intéressé dans le sens où c'est en effet une espèce de scientisme de bas étage, de mon point de vue. Voilà. C'est en quoi d'ailleurs on mais cela dit, encore une fois, je n'ai pas envie de dire ici du mal de Wittgenstein, qui peut avoir sa valeur, c'est pas quelque chose qui m'intègre. Alors, restons sur l'invisible. Vous croyez en Dieu? Oui, j'ai pas trop envie en général de parler de ça. Je dis ça parce que quand nous parlons de foi ou de religion, vous vous référez toujours à la liturgie. Vous êtes très préoccupé, intéressé par l'évolution de la liturgie, par la messe en général. Vous allez à la messe. Oui, bien sûr. Je vais à Saint-Nicolas du Chardonnay. À Saint-Nicolas du Chardonnay, ça s'appelle vraiment la messe. Et vous tenez... Et je m'inspire ici à la tradition. Oui, je vous l'ai dit dès le début, je considère que la tradition, encore une fois, le tradar, c'est ce qui permet la transmission. Ce qui a été donné, je le transporte. Et que c'est ce qui constitue une lente sédimentation du religar, de la religion, c'est-à-dire être relié à l'autre. Et que d'une certaine manière, c'est au travers de ces éléments rituels qui mettent en jeu des choses très simples, le corps et l'esprit.
hein, parce que la liturgie, c'est dans le fond quelque chose qui est corporel, si je puis dire, d'une certaine manière, et qui conforte le corps mystique qui est l'Église. Voilà. Donc oui, je crois qu'il est important d'être attentif à cette mise en scène du corps qu'est la liturgie. Romano Guardini, qui est un philosophe dont le nom est italien, mais qui est un grand philosophe allemand, qui a été concurrent à un moment donné d'Heidegger, d'ailleurs, à l'époque, a une très belle... son œuvre est largement traduite en français, de Romano Guardini. Et il a beaucoup réfléchi sur la liturgie. Mais il a beaucoup influencé des Français, Guardini. Oui, je pense. Oui. Et une de ses expressions, je l'ai dit en allemand, parlant de la liturgie, Zwecklos aber sinnvoll. Sans sens, si je traduis en français, c'est sans sens et plein de sens. Hein, sans sens mais plein de sens. Et voilà, c'est sans sens dans le sens de la finalité, mais plein de sens dans le sens de la signification. Voilà. Nous, en français, le mot sens n'a c'est la finalité et la signification. Oui. Le mot sens a deux sens, au moins. Voilà, la philosophie allemande fait des distinctions entre la finalité et la signification. Voilà, et la liturgie, c'est plein de significations, sans avoir un but à atteindre. Hein, c'est tout simplement resserrer à un moment donné un corps. Hein, vous ne voulez pas la simplifier? Alors, je considère que cette perte du sacré, après le Concile de Vatican II, a été la catastrophe qui a vidé les églises actuellement. Voilà. Il y a un livre de Guillaume Cuchet qui rend compte de ce fait, comment la France a cessé d'être chrétienne. Un livre terrible qui prouve bien, l'Europe, en tous les cas, qui prouve bien que c'est à partir de Vatican II, 65, à la clôture de Vatican II, 65, 66, 67, donc avant 68, que les églises se sont vidées brutalement. Mais bien évidemment, perte des vocations, etc., et tout à l'avenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces églises se vident, et comment nombre de jeunes, et moi je vois des jeunes avec qui je discute, qui viennent me voir, qui continuent à venir me voir, redeviennent catholiques d'ailleurs, mais dans ce sens traditionnel, hein, c'est-à-dire que ce n'est plus dans les églises où on recrute plus dans les où on fait de l'évangélisme, où on tape des mains, où on chante, où protestant, on danse. C'est un peu voilà, protestant, en gros, je l'ai dit, moi dans un de mes livres, j'ai parlé de la protestantisation de l'Église catholique, d'ailleurs dans la nostalgie du sacré. Et la suppression de la transsubstantiation. Par exemple, tout ça. Et puis, prenons une idée très simple de cette protestantisation. Cette expression qui date en effet après le Concile de Vatican, coram populo, c'est-à-dire l'autel est une table face au peuple, c'est ça. Là, non plus l'autel où monte le prêtre faisant monter la prière des fidèles, c'était ça fondamentalement. L'attitude habituelle. Exactement. Là, c'est la table, la scène gentille, où on papote, si je puis dire. Voilà, cette idée de face au peuple, l'autel qui est mis face au peuple et non plus s'adressant à Dieu, est un symbole de cette perte du sacré. Voilà. Là, c'est pas la peine de continuer là-dessus. Le sacré est très important pour vous, le sacré. Oui, dans le sens que je viens de dire. La désacralisation est un drame. En effet, c'est-à-dire quelque chose, encore une fois, qui, de mon point de vue, et c'est un peu ce que je développe dans ces livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'une certaine manière, d'une manière un peu paradoxale, est en train de revenir. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est la société officielle, le matérialisme, le marxisant, matérialisme historique. Officiel et autoritaire. Mais qui est ce que j'appelle la société officielle, gauche et droite confondues. D'ailleurs, de ce point de vue, une des expressions pour moi de ce matérialisme, c'est ces éléments de langage sur le pouvoir d'achat, sur la dévaluation. Vous voyez, on n'entend parler que de ça, alors que ça présente, de mon point de vue... En quoi je disais que c'était autoritaire. Oui, en effet, oui. Il y a une autorité du matérialisme. Voilà, qu'on essaie d'imposer. Qui dévalue tout le reste, y compris le sacré. Qu'on essaie d'imposer, etc. Alors, à l'opposé de ça, moi, je suis frappé de voir comment, d'une certaine manière, je dis bien, au-delà ou en deçà de ce matérialisme officiel, il y a chez ces jeunes générations un désir, une vraie appétence, encore une fois, pour le spirituel. Voilà, Et curieusement, vous voyez, le dernier livre là, que je viens de publier, qui s'appelle « Logique de l'assentiment », je m'inspire du cardinal John Newman, maintenant béatifié depuis quelques années, qui est un anglican converti en 1845 et qui va devenir cardinal à la fin du XIXe siècle, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Grammaire de l'assentiment ».
un livre difficile d'accès, mais pour moi un grand livre du 19e. Et en gros, l'assentiment, c'est oui, dire oui. Et le sous-titre de mon... Alors je m'inspire de ce livre pour montrer que dans le fond, il y a actuellement une logique de l'assentiment, dire oui à la vie. Non pas cette tradition un peu anglo-saxonne et protestante. Joseph de Maistre a une très belle expression pour parler du protestantisme, il dit le riénisme. Rien. Alors, mais le rien normé, voilà, très normé. Dire non, il n'y a rien, etc. Oui. La tradition catholique est celle sur laquelle a écrit John Newman, et pour ma part je m'inspire de cela, c'est dire oui à la vie. Et le sous-titre de mon livre d'ailleurs, c'est dire oui à la vie. Voyez, etc. Est-ce que c'est le Bejahen de Nietzsche? Oui, il y a une l'acceptation du monde. Une pensée, disons, affirmative chez Nietzsche, à l'opposé de la tradition négative, dire non, qui était celle de Hegel. Vous voyez, qu'on retrouve Goethe quand il... je ne sais pas si vous vous souvenez de la figure de Méphisto dans... Ah bah oui, bien sûr. Et là, il dit l'esprit qui toujours nie. Ich bin der Geist, der immer Fernheim. L'esprit qui toujours dit non. Toujours dit. De Gaulle l'a cité en 68. C'est très frappant, vous savez. Si. Dans la conférence de presse qui suit 68, je crois que c'était en septembre. Enfin, il commençait à tirer les enseignements de ce qui venait de se passer, et il stigmatise. À l'image du Méphisto de Goethe, l'esprit qui nie tout, ich bin der Geist, der immer geneint. Fernheim, pardon, excusez-moi. Peu importe le mot. Mais oui, voilà, cette tradition qui toujours dit non, qui était la tradition après hegelienne, thèse, antithèse, synthèse, etc. Et, vous n'aimez pas ça? Si, vous connaissez la dialectique quand même. Oui, mais enfin... On va dépasser la synthèse en synthèse. Le contraire va se dépasser en synthèse. Oui, mais ce n'est pas votre mode de pensée. Non, ce n'est pas du tout ma pensée. Moi, je considère que, puisque j'ai parlé une ou deux fois de Gilbert Durand, il a développé, après d'autres, une logique dite contradictorielle. Alors, c'est un peu compliqué, mais disons... Allons-y, c'est le cœur, un des cœurs de votre pensée, ça. C'est le moment où le contraire ne se dépasse pas en synthèse. Ce n'est pas la dialectique. C'est-à-dire, notre vie, elle est constituée de bien et de mal, c'est tout. Et il faut le corps et l'esprit. Là encore, le réalisme de saint Thomas d'Aquin. Et que, d'une certaine manière, c'est cela qui me paraît important. Saint Thomas le dit quand il définit, il dit « Nihil est in intellectu qui non fuit prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà. Et c'est cette idée un peu... Dans les sens, le sens, les corps, les corps, etc. Le sensualisme, le sensible, etc. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle par après le réalisme de saint Thomas, qui vient d'Aristote d'ailleurs pour en voir les sources. Et alors, voilà, tout cela pour dire que oui, moi je considère que le dire oui, c'est accepter le corps, c'est accepter l'incarnation, c'est accepter la concrétude de l'existence. Et sa misère. Pardon ? Et sa misère. Entre autres. La simplicité. Voilà, ce que la sagesse populaire, il faut faire avec. Il faut faire avec. Voilà. C'est comme ça. Voilà, mais il peut y avoir... Alors voilà, si vous m'embêtez, je vais être encore un peu plus pédant. Je vous en prie. La tradition moderne, marxisante, est une tradition dramatique du monde. C'est-à-dire, drao, dramein en grec, on trouve une solution, il y a une évolution. Marx dit il y a un dénouement. Sa société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Bien connu. Voilà. Alors, ça, c'est une conception, soyons clairs, qui a été la grande marque de la modernité. La dialectique. Oui. Parce qu'il y a toujours une solution. Voilà, il y a toujours un troisième terme qui résout. Demain qui chante, demain on rasera gratis. Une synthèse à venir sans cesse. Un truc à venir, tout le progressisme tient à cette espèce de mécanique. Alors que ce qui était avant la modernité, de mon point de vue, ce qui caractérise la postmodernité, c'est une conception tragique de l'existence. On confond. Et non pas dramatique. Drame et tragique. Le drame trouve une solution. Le mari, la femme et la mère, dans le théâtre du boulevard. Le tragique, il faut faire avec. Pragos, kalos apoierestai, en grec, il faut poser bellement les problèmes. Mais une aporie, dans la tradition aristotélicienne, c'est le col qu'il est difficile de franchir. Vous voyez, mais qui en même temps est ce qui nous inscrit dans un paysage donné. Voilà. Donc le tragique, de mon point de vue, c'est ce qui est au fondement de la sagesse populaire. Il faut faire avec.
C'est la dualité Voilà. ou l'opposition qui ne se résout pas. C'est là, alors encore, tiens, parlons encore latin, coincidentia oppositorum. Le cardinal Nicolas de Cuse. La coïncidence. Vous avez parlé de votre cardinal, que vous aimez beaucoup. la docte ignorance, il a écrit. La docte ignorance. Et cette coïncidence. 15e, c'est ça 14e, oui, 14e. Oui, 15e, vous avez raison, j'ai fait une erreur. 14, oui, 15e, pardon. Et parlez-nous de ce cardinal, parce qu'il faut bien qu'on comprenne cette manière de voir. J'ai 78 ans, ma vie a consisté à lire et à voir. De surcroît, je considère qu'en effet, c'est important de bien voir et que cela conforte. Saint Thomas d'Aquin le disait, il n'était pas contre le vin, lui, par exemple. Il montrait que c'était vous non plus. Pas du tout, moi j'en bois beaucoup. In vino veritas. Voilà, j'en bois beaucoup. C'est du latin et puis, cuisine. Non, mais soyons clairs, un mot très simple, vous voyez, auquel on ne prête pas attention, mes chers collègues, parle de symposium, faire des symposiums. En grec, symposium, ça veut dire boire du vin ensemble. Voilà. Colloquium. Le colloque, c'est s'embrasser, prendre langue. Et le congrès, je vous le dis, congrès ou pas Allez, c'est l'Est, mais allez-y. Congressus in uterus, c'est-à-dire que dans le fond et dans le congrès, c'est faire l'amour, pour le dire simplement. Comme le banquet. Voilà, et c'est le banquet, c'est le banquet de Platon, oui. Donc il y a cette conjonction des choses opposées. C'est ça, Nicolas de Cuse, qui montre bien, en quelque sorte, comment, plutôt qu'une séparation, une distinction, une coupure, il faut conjoindre les choses, rassembler ce qui est épars d'une certaine manière. Et alors que le concept essentiel chez Hegel, c'est la séparation. Chez Freud, c'est la Spaltung, la coupure. Vous voyez, le corps, l'esprit, la nature, la culture, le naturel, enfin, vous voyez, le spirituel, vous voyez, quelque chose de cet ordre, qui est toujours reposé sur la coupure, alors qu'il est une conjonction donc, des choses opposées, qui fait que la vie, elle, c'est véritablement une coïncidence de choses opposées. Et tout mon travail, d'ailleurs, fondamentalement, il est là. Il est sur cette perspective. Vous voyez, pour bien comprendre la logique contradictorielle, je donne toujours l'image de la voûte de la cathédrale gothique. C'est la tension des pierres les unes sur les autres qui assure sur la longue durée la voûte de la cathédrale. Il faut c'est la tension. Il faut cette opposition voilà, et c'est cette pas tension le dépassement, pour que ça tienne. Mais ça tient. Et rien n'est pour le dépassé. dire d'une manière beaucoup plus empirique, puisque vous savez, j'aime le vin, les lames de la barrique, c'est pareil. C'est la tension de ces lames les unes sur les autres qui assure qui assure la tenue de la barrique et donc du vin qui est dedans. Voilà. Alors, écoutez, maintenant que le tableau est posé et bellement, parlons un peu de votre vie, et notamment votre vie universitaire. Ont beaucoup compté pour vous quelques personnages et quelques professeurs. Alors, est-ce que l'on commence par Grenoble et Gilbert Durand Vous avez commencé par Strasbourg, disiez-vous, non? Non, j'ai fait mes études à Strasbourg, en fait, jusqu'à mon premier, ce qui s'appelait à l'époque diplôme d'études supérieures, avec Julien Freund et Lucien Braun, dont j'ai parlé. Oui. Alors, Braun, un mot sur Julien Freund, parce que on le connaît sans le connaître. Énormément, mais Freund, par contre, m'a beaucoup marqué. Il a écrit son grand livre qui s'appelle L'essence du politique. Et surtout était un tenant et de ce qui s'appelait la polémologie, donc c'est-à-dire l'étude de la guerre, du conflit sous ses diverses modulations. Et moi, j'ai suivi ses cours. Et il a été mon maître concernant ses premiers diplômes que j'ai faits. Voilà. J'y reviendrai. Ensuite, j'ai été nommé, il s'est trouvé que j'ai été nommé comme cela, sur la base de mes premiers travaux, à Grenoble, où j'étais curieusement le sociologue de l'Institut d'urbanisation, je crois. Là, vous êtes maître de conférence, vous n'êtes pas encore professeur. Non, ça s'appelait assistant. Assistant. Parce que maintenant, ça a changé, mais j'étais assistant, c'est-à dire le bas de gamme. Vous n'étiez pas encore professeur? Pas du tout. J'avais, je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais en 72, donc j'avais, je ne sais plus quel âge, 30 ans, même peu moins. 30. Et là, c'est là où ce fut la grande découverte dans ma vie. J'ai rencontré Gilbert Durand, qui a dirigé. À l'époque, il y avait deux thèse de 3e cycle et la thèse d'État. Et c'est lui qui a été mon directeur de la thèse de 3e cycle et de ma thèse d'État. Et c'est grâce ou à cause de lui que j'ai justement baigné dans cette idée de l'imaginaire. On ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel.
dans le fond, quelque chose de cet ordre. Nos mythes, nos symboles, nos fantasmes, nos fantasmagories, enfin, peu importe les mots qu'on peut employer. Et Durand avait fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, sa thèse avec Bachelard, et c'était le côté imaginaire de Bachelard. Oui. Et son livre, sa thèse est devenue un grand livre, s'appelle « Structure anthropologique de l'imaginaire », c'est-à-dire montrant comment l'imaginaire était une structure anthropologique, c'est-à-dire un archétype à partir duquel peut se fonder la constitution de la société. Voilà, et donc pour ma part, j'étais influencé par cette pensée. Il avait créé le Centre de recherche sur l'imaginaire dans les années 60, 1960, dont qui m'a légué, j'ai succédé à Freud, l'entente à était... Braun. L'entente était J'étais, dit-on, parfaite. disait-il, oui, son disciple le plus fidèle. Je suis resté jusqu'à sa mort son disciple fidèle et j'ai transporté le Centre de recherche de l'imaginaire, qui continue d'exister, Ici. à la Maison des sciences de l'homme, À à Paris. Paris, dont je suis encore officiellement le directeur, même si ça n'a plus de vraie influence universitaire. Enfin, ça reste internationalement une C'est beau, référence. cette filiation du professeur et de l'élève qui prend la place du professeur. Oui, oui, oui. Et alors, Et après, vous avez tout pris de son œuvre, enfin, au sens tout admis. oui, à tout. Oui. Moi, je le cite c'est un tout, fréquemment, l'imaginaire, oui. et j'en ai assuré l'édition de 2 ou 3 volumes parus à la table ronde, qui étaient des articles de lui qu'il n'avait pas publiés, etc. Et c'est chose amusante, je viens de faire la préface à la traduction ukrainienne des structures anthropologiques de l'imaginaire. Voilà. Ça, on va parler aussi, il faudra qu'on parle de votre carrière et votre renommée à l'étranger. Elle est grande, vous êtes docteur honoris causa de combien d'universités? Une dizaine, on les compte En plus. gros, c'est ça. Vous êtes même traduit en coréen. Oui. Formidable, oui, ça n'arrive pas à tout le monde. Pour dire les choses En portugais, un peu... parce que le Brésil est un pays d'adoption pour vous. Enfin, vous Oui, aimez c'est beaucoup. Enfin, en roumain, enfin, vous êtes traduit dans un nombre de langues. Pour revenir à plus d'humilité, j'ai fait passer 200 thèses, un peu moins de 200 thèses, dans toute ma carrière, dans les 35 ans où j'étais à la Sorbonne. Et nombre de ces thèses étaient des étudiants venant de Brésil, de Corée, d'Italie, de Finlande, enfin peu importe. Et donc il y a cette espèce de fidélité. C'est eux qui ont traduit mes ouvrages, qui sont repartis dans leur pays pour être professeurs dans leurs diverses universités, qui ont traduit mes livres et qui, de fait, m'invitent régulièrement. Voilà, donc c'est un peu cela, je dirais, c'est parce qu'à l'époque, la Sorbonne attirait encore. Je ne sais plus malheureusement si c'est toujours le cas, mais pour nombre de ces pays, il était nécessaire, sinon de faire toute la thèse en France et à Paris, à la Sorbonne nommément, en tout cas venir quelques mois ou quelques années. Vous êtes l'archétype de l'universitaire au sens classique, c'est-à-dire ses relations avec le professeur, puis avec vos professeurs, puis vos relations avec vos élèves. C'est le Moyen-Âge universitaire qui se perpétue. Oui. Aujourd'hui, ça s'effiloche un peu, mais c'était des relations d'amitié en réalité, avec vos professeurs, que ce soit Freud ou Gilbert Durand, ou d'autres d'ailleurs, et avec vos élèves. On va même, enfin, on dîne avec eux, on part en vacances, non? Je ne sais pas, peut-être pas tout à fait. Partir en vacances, non, mais en tout cas, j'ai invité, d'abord, moi, à venir vous voir. J'ai eu avec Freud et avec Braun, avec Durand, justement, ces relations comme ça, même de manger ensemble fréquemment. Et c'est ce que disait Alain de Benoît. Il aimait beaucoup les dîners avec Julien Freud à Strasbourg. Et par après, moi, c'est ce que j'ai fait de mon point de vue. Enfin, je veux dire, c'était régulier que j'invitais à ma table lors tel ou tel de mes étudiants. Chez vous, alors? Chez moi, oui, et ça se faisait chez moi. C'est formidable. Ça, c'est et du coup, c'est resté cette espèce d'image, qui était, vous avez raison, c'était la vieille structure du professeur. C'est amusant, je lisais hier encore un livre qui vient de paraître, qui est paru il y a longtemps, d'un philosophe qui était disciple de Heidegger, qui s'appelle Gadamer, qui ensuite a été professeur à Heidelberg. Et je suis allé d'ailleurs chez lui à l'époque, en 69, et Gadamer montre comment, il parlait comment justement les assistants, il y avait une espèce d'intimité entre les assistants et les professeurs, entre les étudiants et les professeurs. Et il dit, et c'est à partir d'un certain moment, quand il y a eu d'ailleurs une démocratisation de l'université,
que cette vieille tradition a été perdue. Vous voyez, je lisais cette page hier de ce Gadamer, c'est un livre sur Heidegger qui est très beau. Et alors vous avez un peu dérangé quand même, avec votre manière d'être Ouais. et de faire, aussi classique soit-elle. J'étais un des plus jeunes professeurs de France. Oui. J'avais 37 ans, Oui, c'était en il faut le dire, 81. il faut le dire. Et j'ai eu la chaire d'Urkheim, qui m'est tombée comme ça. Enfin, j'arrivais dans le moment où cette chaire était ouverte, ça fut la mienne. Donc, d'une certaine manière... manière... content. Ça m'était égal. Je n'étais bon pas forcément un Durkheimien. J'étais heureux d'être nommé à la Sorbonne. J'ai appris à apprécier l'œuvre de Durkheim. Je l'ai préfacé dans... Vous aimez vivre à Paris, de manière générale, aussi. De toute façon, oui. Mais ce n'est pas la question. Donc, Oui, j'étais nommé à celle-là. Et du coup, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, d'une certaine manière, j'étais intouchable. Hein. J'avais la chaire la plus importante. On m'a reproché d'avoir été concurrent d'un élève de Bourdieu, que c'est pour ça on m'en voulait. Mais j'avais cette chaire, donc d'une certaine manière, on ne pouvait pas me toucher. Mais en même temps, ma position contre la sociologie officielle était très simple. Elle est d'un point de vue weberien, hérité de Julian Freund. Un fait social devient un fait sociologique. C'est là, il faut faire avec. Quel qu'il soit. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris des sujets que mes chers collègues refusaient. Hein. J'ai eu les premières thèses sur les rave parties à l'époque, dont aucun de mes collègues voulait. Moi, c'était pas mon genre, c'était pas ma culture, mais... vous l'avez analysé. Bien évidemment. Il y a eu un groupe d'études dans mon centre qui s'était formé là-dessus. Ça vous a apporté beaucoup de choses, l'étude des rave parties? C'est pas la question, c'était là. Je suis même, ils m'ont même, avec mon habit de scène comme ça, je suis même allé dans des rave parties pour pas y rester longtemps. Racontez-nous, ça dure longtemps, ça dure longtemps. Oui, c'est pas ma culture, mais pour dire que rien de ce qui était là humain m'est étranger. Alors, du coup, je prenais beaucoup de sujets qui étaient un peu suspects, ou en tout cas que la sociologie officielle gauchisante refusait. Le développement des boîtes échangistes, par exemple, dans Paris, qui était passé de 4 à 53, je m'en souviens. C'est pour dire que, voilà, encore une fois... Il y a un phénomène. Voilà, c'était là, phénoménologie, c'était là, il faut en tenir compte. Un fait social devient un fait sociologique. Bon, et alors c'est dans cette perspective que j'ai eu beaucoup de thèses qui n'étaient pas acceptées, encore une fois, ou considérées comme mineures par mes chers collègues, ce n'était pas mon genre. Alors, par exemple, en 82-83, j'étais très lié à Michel Foucault, que je voyais souvent, et qui me dit il conviendrait de faire... Il n'y a pas de travaux sur l'homosexualité. À l'époque, ce n'était pas chic, l'homosexualité. Et donc, j'ai eu... Ça a bien changé. C'est moi qui ai fait le premier groupe de recherche sur l'homosexualité. Bon. Et les premières thèses... Et quelle année alors? 82-83. Ah oui, bon. Vous voyez, donc c'était pas négligeable. Et à l'époque, je vois tel ou tel de mes collègues me disant « Michel, vous faites rentrer l'homosexualité à la Sorbonne ». Bon, on n'avait pas besoin de moi. depuis quelques siècles. Je n'étais pas l'essentiel. Bien, peu importe. Donc 82-83. Bien après, c'était en 2000... sous l'influence ou parce que la rectrice du moment me demande de prendre cette thèse, c'est Elisabeth Tessier qui vient me voir. Je ne la connaissais pas, moi j'ai pas de télévision, je regarde pas la télé. Elle vient me voir sous son nom, qui n'est pas Elisabeth Tessier, qui est Germaine Anselmann, pour dire les choses simplement. J'avais pas fait le lien, mais elle voulait faire une thèse, non pas sur l'astrologie, mais la manière dont les médias étaient influencés par l'astrologie. Et sa thèse s'appelle, personne ne s'en souvient, une thèse de 900 pages, c'est ambivalence, rejet, attirance de l'astrologie par les médias. C'était pas sur l'astrologie, vous voyez, c'était un sujet sociologique classique, je dirais, vraiment classique. Et pareil, ma thèse de livre, vous faites rentrer l'astrologie à la Sorbonne. Vous voyez, voilà. Il y a eu une cabale. Oui, alors après, ça a été d'une rare violence, en effet, oui, ça a été d'une rare violence, qui continue encore d'ailleurs, à bien des égards. J'entends encore parler de la thèse que j'ai fait soutenir en 2001 d'Elisabeth Tessier, qui était une thèse correcte, bien faite au début pour être prêt. Moi, je suis un mécréant en astrologie, pour dire les choses comme elles sont. C'est pas mon genre, c'est pas mon truc. C'est l'invisible. Voilà. Non, mais peu importe, j'ai pas d'attirance à titre personnel, mais vous avez compris, dès le moment où
chez le coiffeur, chez n'importe où dans la salle d'attente, ou regarder sur Internet de diverses manières. Dès le moment où c'est un fait social, ça peut devenir un fait sociologique. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, mais encore une fois, c'est quelque chose qui m'est reproché à tire-larigot, alors que dans de nombreux pays, enfin, je veux dire, puisqu'on parlait du Brésil ou la Californie où je vais souvent, les candomblés brésiliens, c'est-à-dire des cultes de possession, le chamanisme en Californie. Ils reçoivent ça très naturellement. Non, en tout cas, c'est quelque chose qui est objet d'analyse. C'est ça. Voilà, au-delà ou en deçà de ce qu'on peut penser là-dessus. Et c'est ma position. En général. Et vous êtes bien vengé parce qu'on a beau vous accabler d'abord de non-conformisme, tout simplement, déjà, c'est ça. Pensez par vous-même, en somme. Mais vous avez une vengeance très définitive, au fond. Ce sont vos lecteurs, ce sont vos livres. Oui, Le Temps des Tribus date de 1988, oui. Très copié. Oui, oui. Mais c'est pas bien. Est-ce qu'on cite l'archipel? Non, bon, c'est pas la peine. C'est une idée qui a fleuri, l'archipélisation, qui reprend complètement le temps des tribus. Un certain Jérôme Fourquet. Voilà, ce journaliste. Alors on l'attribue à Jérôme Fourquet, mais enfin Jérôme Fourquet, il a pris chez vous. Pour la petite histoire quand même, il est signalé, pas celui-là, mais Fourquet signe très souvent avec, j'ai oublié le nom, Cassili, je crois, enfin, qui fut mon étudiant, vous comprenez. Donc, ça passe par là. Voilà. Même s'ils n'ont pas la courtoisie élémentaire, même de faire un truc en disant oui, il y a eu, vous voyez, même ça. Bon, mais c'est pas important, si vous voulez. Pour moi, je vous avoue, je le dis quand ça se présente, mais c'est de peu d'intérêt. L'important, c'est qu'un certain nombre de livres que j'ai pu faire sur le nomadisme, le temps des tribus, Dionysos, la figure de Dionysos, ce que j'ai appelé le retour de l'idéal communautaire, tout ça se diffracte. Alors, parlons-en de l'idéal communautaire, de la tribu, parce que tout de même, c'est très attaché à votre nom. Le livre Le Temps des Tribus est réédité c'est ça votre victoire, très régulièrement. On y fait référence. L'idée, je vais vous dire, m'a choqué. Oui. C'est l'énarque qui a été jacobin, qui ne l'est plus du tout, qui parle. Et ça avait choqué beaucoup, je peux vous livrer ce témoignage, un de nos amis communs qui est Éric Zemmour, avec qui vous avez 2 ou 3 fois croisé le fer, notamment dans ses émissions de CNews récemment. Il vous aime beaucoup, Éric Zemmour. Mais il m'a dit un jour, tu comprends, Maffesoli, il participe à la destruction de l'État-nation, parce qu'en fait, vous ne faites rien que d'observer un retour de la communauté, qui n'est pas nécessairement le communautarisme. Il faut que vous nous expliquiez cette distinction. D'abord, le phénomène en lui-même. Bon, encore une fois, soyons clairs, depuis le début je le dis, j'adhère pas à ce que j'écris. Oui, vous décrivez. Moi je suis un petit bourgeois, producteur, reproducteur, rationaliste, et ce que je dis est le contraire de ce que je suis à bien des égards. Voilà. Alors, ma différence avec Zemmour, je me souviens de son émission, il me l'a dit plusieurs fois, on s'est vu assez souvent, on a papoté, et je l'estime à plus d'un titre, mais en effet, lui il me dit, je me souviens dans telle émission, c'est vous qui avez introduit cette idée de tribu, etc. Non, moi j'ai dit, je constate, je vous dis, et j'ai essayé de l'analyser le moins mal possible, un point c'est tout. Voilà. Alors à l'époque c'était ça, c'était de montrer que, à l'opposé de cette conception qui était la nôtre, et moi j'ai pas envie de cracher dans la soupe, cette belle idée qui fut élaborée à partir de la Révolution française, et qui a abouti au XIXe siècle à la République une et indivisible. Et qu'à côté de cela, on voyait émerger une autre manière de penser la res publica, la chose publique. Et alors c'était en effet les tribus. L'image était simple. Quand les ethnologues nous parlaient des tribus dans les jungles, stricto sensu, c'était dans le fond serrer les coudes, lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres groupes, etc. Serrer les coudes. Et que dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles actuellement, eh bien, la tribu, c'était exactement serrer les coudes. Alors, je dis, pour moi, la tribu, c'est un partage d'un goût sexuel, musical, religieux, sportif,
etc., etc. Vous voyez. Un club. Si on veut, quelque chose qui fait que je suis supporter on se du tient PSG, ensemble. Voilà, en gros, on se tient ensemble. Voilà. Les supporters du PSG, c'est une tribu à soi seul. Mais bien évidemment. Et je viens de dire que Internet aidant, ben vous avez des kilos de tribus dans tous les domaines, culturels, musicaux ou sexuels. Vous voyez, bon, etc. Donc, dans le fond, politique. Exactement, bien évidemment, et en particulier politique. Alors, ce pour dire qu'il convenait d'analyser cette mosaïque. Oui. Alors, c'est pour cela que j'ai proposé cette notion d'idéal communautaire. Pourquoi ? Parce que cette grande dame de la pensée, qui est Hannah Arendt, qui est une philosophe que j'estime et que je lis et que j'ai lu, montre comment s'est élaboré tout au long du XIXe siècle l'idéal démocratique. C'est-à-dire, on est tendu vers ce but qui va devenir, et ce ne fut pas aisé au XIXe, l'idéal démocratique, avec les erreurs, les corrections, les reculs, etc., les oppositions. Les excès d'une logique infernale. Et puis, voilà, mais est arrivé cet idéal démocratique. Alors moi, je reprends cette idée. Nous sommes dans un moment de mutation, si je le dis de manière heideggerienne, une transmutation épocale, l'époque qui change, et que dans ces moments-là, eh bien voilà, c'est un autre idéal qui est en gestation. C'est-à-dire le fait que ce sont ces communautés, alors tribus, communautés, groupes, moi j'ai pas de fétichisme du concept là-dessus, j'ai pas envie d'être enfermé dans cette idée-là, et que c'est ce vers quoi on est tendu, et que le problème est celui-ci, est-ce qu'il peut y avoir une cohésion entre tribus. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir ? Moi, je n'ai pas de réponse à donner. Je dis uniquement, il se trouve qu'on est dans cette tension. C'est ça, la postmodernité. Tension, être tendu vers quelque chose. Vous prononcez à moitié le mot postmodernité. Pardon ? Vous prononcez à moitié le mot postmodernité. C'est ce qui caractérise la postmodernité, mais est-ce que le mot est bien choisi ? Parce qu'on est tous post quelque chose, c'est post-industriel, on est post-Moyen-Âge. Moi, je suis un défenseur de ce terme, je suis un défenseur. Oui, je sais, mais le post quelque chose ne me paraît pas dire. Non, je vais vous dire pourquoi je maintiens. Non, je maintiens que c'est le bon terme. Alors. Jusque, vous voyez, par exemple, le mot modernité n'apparaît sous la plume de Baudelaire qu'en 1848. Avant, on parlait de post-médiévalité. Ce qui arrivait après ce Moyen-Âge. Et que dans le fond, pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu actuellement. On n'a pas de mots pour dire ce que nous vivons, mais on se situe par rapport à ce qui est en train de cesser. Et il faudrait trouver le mot. Alors, donnons-nous rendez-vous dans 100 ans, je suis d'accord, et on aura le mot à ce moment-là. Non, écoutez, je sais qu'il est contemporain il est très difficile d'être contemporain de sa propre histoire, mais vous êtes là pour ça, être le contemporain de votre propre histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur mot pour qualifier ? Et non. Honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi. Actuellement, beaucoup d'intellectuels, et en France en particulier, on a très peur du mot postmodernité. On dit hypermodernité, modernité seconde, c'est autre chose, modernité avancée. Mais qui veut sauver la modernité. La maison brûle et on veut sauver les meubles. Moi, je dis, c'est simple, mon propos. Pour vous, la modernité, c'est passé. Voilà, post. Basta à causer. C'est pour ça que vous l'aimez. Et je l'aime. On est sorti de la modernité. Voilà, les jeunes sortent de la modernité. Voilà, il me paraît le moins... Il n'y a plus que les vieux qui sont modernes. Je le pense, bien évidemment. Les vieux sont hyper modernes, mais les jeunes ne le sont plus exactement. du tout. Ils sont dans autre chose. Faute de mieux, trouvez-moi autre chose pour dire ce qu'on est en train de dépasser. Traditionnellement, c'est post. Voilà. Alors, je peux faire une suggestion, monsieur le professeur. Pardon. Je peux faire une suggestion avec un peu d'audace. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de société technicienne ou techno-progressiste où la technique me semble... J'ai été un élève, moi, de Jacques Ellul à Bordeaux, vous voyez. Donc moi aussi, j'ai été l'élève d'un professeur et j'ai été heureux. Il a été mon maître de mémoire. C'était plus modeste que maître de thèse. Et le mot technicien, le mot technique résume beaucoup de choses et peut-être anticipe sur ce qui pourrait être une tendance, j'espère que non d'ailleurs, de notre monde, surtout sur l'influence américaine ou l'influence de la Silicon Valley, un monde hyper technicien au point de devenir transhumaniste et de créer un autre homme. Alors ça, c'est mon hypothèse. Que vaut-elle ? Il faut décrire le monde tel qu'il est. Oui. Il est de plus en plus transhumaniste. Oui, et le catholique que vous êtes devez regarder ça de près. Vous permettrez d'être en opposition avec vous. Ah, mais soyez sévère, monsieur le professeur. Non, pas du tout sévère. On discute. Dites-moi. On discute. Donc on disputation. Voilà, la disputation. Non, moi, voyez comment dire cela.
Justement, Weber que j'ai cité, un autre auteur américain important qui s'appelle Thomas Kuhn, Structure des révolutions scientifiques, qui montre comment se développe la science et la technologie, considérait en effet que la technique avait, si on reprend une idée weberienne, avait désenchanté le monde. Entzauberung der Welt. Voilà. Même plus que désenchanté, Zauber c'est le sorcier. Attristé. Démagifier le monde, si je puis dire. Diaboliser. Magifier, Zauber c'est le démagifier, enfin peu importe, restons sur ce mot que l'on connaît, désenchantement. Et ça c'est en effet cette grande perspective progressiste. Qui va aboutir, vous l'avez dit à juste titre, au fameux transhumanisme. On va dépasser, retenez le mot que j'ai dit tout à l'heure, Hegelien, on va dépasser le dysfonctionnement, la maladie, la mort, etc. Voilà. Par le rêve transhumaniste. Bon. Alors que de mon point de vue, comment dire, je dirige une revue qui s'appelle les Cahiers européens de l'imaginaire, où on a fait quelque chose sur la technomagie. Et j'écris un livre, moi, qui s'appelle Le réenchantement du monde, où je montre que justement, paradoxalement, puisqu'on a cité Goethe tout à l'heure, il dit que quand une civilisation est en son moment naissant, elle est paradoxale. Et pour moi, c'est cela le paradoxe de la postmodernité. C'est-à-dire la conjonction entre des éléments que l'on avait cru dépasser et le développement technologique. Ma définition, je vais vous la donner. Elle est un peu alambiquée, et je la dis et je l'explique. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets entre archaïque, non pas ce qui est dépassé, arché en grec, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et qui ne bouge pas. Voilà, ce qui est l'archétype, etc. Donc, synergie entre ces éléments fondamentaux et le développement technologique. Regardez comment actuellement sur Internet, réseaux, forums de discussion, blogs, Twitter, ces mots apparaissent: solidarité, générosité, entraide, partage, qui sont des mots archaïques. Oui. Et qui trouvent l'aide du développement technologique. Alors, vous voyez ce que je veux dire par là, et c'est ça ma contradiction avec vous. La technique, actuellement, la cyberculture, le net-activisme, est en train de réenchanter le monde. Mais, soyons clairs, ce n'est pas simplement, et c'est pour ça que ce n'est pas une société purement et simplement scientiste, telle que le techniciste. La technique et la science, ce n'est pas la même chose. Non, je me suis trompé, techniciste, oui. Etc. Donc, ce n'est pas que ça. Quoi qu'il y ait ça, il y a en même temps un désir du spirituel et du culturel. C'est ça pour moi la postmodernité. Il y a un grand match entre les deux. Admettez tout de même qu'il y a tout de même une menace qui est le pouvoir derrière la technique, tapis derrière la technique, et qui se sert de la technique pour enrégimenter une société qui n'est pas toujours aussi spontanée, ou n'a pas une force de spontanéité aussi grande que celle que vous voulez voir, excusez-moi de vous le dire. Pensons à la crise de la Covid, pensons au grand enfermement, comment ça s'est appelé, le confinement. La société technicienne, à ce moment-là, a fait un grand pas, et tout le monde a suivi. Enfin, tout le monde a suivi. Non, pas tout le monde a suivi, justement. Non. Mais là encore, regardez le nombre des vaccinés qu'il faut dire injectés, d'ailleurs. Les petits soldats ont suivi comme un seul homme. Je sais que vous étiez très sceptique, plus que sceptique. J'ai écrit quand même pas mal de choses en particulier dans ce livre. C'est pour ça que j'en parle. Contre le covidisme et comment c'est aseptique. En la compagnie de madame votre femme, d'ailleurs. Entre autres. Hélène Stroll, qui est IGAS, qui inspectrice mais elle est importante plus militante que moi, c'est pas mon genre. Moi, je suis pas militant. Mais elle est plus que sceptique. Elle est violemment opposée. Elle a écrit des livres avec vous, Hélène Stroll. Vous avez eu 4 filles ou 3 filles, je crois. J'ai 4 filles. 4 filles et des livres. C'est rare aussi cette coopération. Oui, ça fait 50 ans. Vous travaillez beaucoup avec votre femme. Elle est mariée. Elle est vous l'autre jour. Oui, c'est amusant. Elle est dans votre. Oui, elle est tout ce que je hais. Elle est protestante. Elle est rationaliste. Elle est énarque. C'est pas mon genre, mais on s'entend, ça tient. Elle est inspectrice des affaires sociales, c'est pas mon genre non plus. Voilà, c'est la coincidentia oppositorum. C'est ça, c'est le cardinal. Etc. Il y a un instant. Non, mais voilà, attendons, sur le fond de ce que vous indiquez. Oui, c'est important. Dans les années 60, j'étais à Strasbourg à l'époque. C'était pas Internet, c'était le Minitel. C'est ça. N'oublions pas que le Minitel, c'était un instrument militaire.
Hein, c'était fait pour l'armée, je ne suis pas capable d'en parler, mais enfin c'était là. Et ça aurait pu devenir l'Internet européen, entre nous. oui, de surcroît. Mais l'Allemagne nous a coupé je le sais. Nous a tendu le cou. Moi j'ai connu celui qui l'avait inventé, tout ça. Thierry. Bon, je peux dire. Oui, donc, ingénieur Thierry. Oui, un ingénieur quelconque dont j'ai oublié le nom. Des télécoms, qui étaient et furieux parce pour dire, qu'on aurait pu concurrencer l'Internet et beaucoup de choses auraient été changées. Je le pense. Pardon, mais alors cela dit, vous voyez, il y avait ce truc militaire, et en même temps, et voilà le mot que je vais proposer à votre réflexion, ce qui me paraît, en même temps, on rusait avec cela. Et que c'est là où il y a eu le début des réseaux net échange, des réseaux sexuels, par exemple, que l'on voyait un peu partout. Avec le confinement Attends, je ne suis pas au confinement, je suis sur le Minitel. Là. Ah oui, d'accord. Je suis sur le Minitel. Vous voyez, ce pour dire qu'il y a, par rapport à une opposition, il y a toujours une ruse. Hein, c'est ça mon idée, la duplicité. Hein, duplicité, ça veut dire je suis double et duple. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'apparemment je suis soumis, alors revenons maintenant à ce qui se passe actuellement. Je suis apparemment soumis, Internet, les grands groupes, Google, Facebook, etc., etc. Et en même temps, par rapport à ça, je vais trouver des portes de sortie. Voilà mon hypothèse fondamentale. Hein, c'est-à-dire, là encore une fois... l'humanité est plus forte. Voilà, on n'est plus dans l'aliénation simplement marxisante. L'aliénation est là, et puis on ruse. L'humanité et sa liberté fondamentale revient. C'était dans les années 70 ma thèse, vous voyez, pour tout dire. Vous êtes très optimiste. Regardez sur la question de la Russie, par exemple. Je ne vous demande pas de parler du fond de la question. Attendez, restons sur le Covid, là, avant de rentrer sur la Russie. L'enregimentement est assez universel, quand même. Non, sur la Russie, moi, j'ai pas beaucoup de compétences, c'est pas trop envie je veux dire, le slogan anti-russe est passé en quelques semaines, c'est ce que je veux dire. Je ne parle pas du conflit. Oui, c'est vrai, en même temps... Vous dites que l'on ruse, mais on marche quand même beaucoup. Mais c'est pas que le problème de la Russie, c'est-à-dire qu'actuellement, depuis, ce qui est dominant est unidimensionnel. Hein, je me souviens de Marcuse, que je lisais quand j'étais jeune, hein, l'homme unidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a le bien, le mal et les oppositions de cet ordre. Et que, d'une certaine manière, oui, c'est ce qui est imposé par la société officielle. Mais la société officieuse, et en particulier les jeunes générations, résistent à cela. Alors, vous voyez, par rapport à ces 2-3 ans qui viennent de s'écouler, il y avait cette société officielle qui imposait le confinement, le port du masque, les gestes barrières et tutti quanti. L'Alali contre la Russie, ça continue. Je veux dire, après, ça va devenir maintenant, en effet, ça va devenir maintenant ce que c'est. Qui contraint et qui enrégimente. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, cette histoire. En même temps, il y avait, et moi je voyais, bien sûr, j'habite peut-être dans un quartier béni des dieux, mais chaque soir, au-delà ou en deçà du confinement, les gens se retrouvaient, apéro, repas, etc. Mais c'était constant. Ah bah, dans mon village de Charente, j'ai jamais autant pris l'apéritif, c'était tous les soirs chez les uns chez les autres. Exactement, et dans mon village des Cévennes, c'est pareil, vous voyez, c'est pour dire qu'il faut faire attention, il y a ce qui est imposé, et il y a ce qui est vécu. Voilà. Et donc, moi, je suis voilà, bon, vous dites optimiste, je considère que c'est du réalisme, hein, enfin, je suis optimiste. Vous m'avez dit un jour, moi je suis heideggerien, vous l'avez dit dans le fil de conversation, ça ne vous résume pas. Et tout de même, c'est une affiliation. Le Gestalt heideggerien, c'est-à-dire l'arraisonnement de l'homme par la technique, si on peut traduire la pensée heideggerienne. Je le dis en tremblant devant vous. Oui, vous pouvez trembler. Elle a beaucoup progressé, je peux trembler peut-être, mais elle a beaucoup progressé, cette... Gestalt. Non. Le Gestalt. Oui, non, c'est le thème de l'arraisonnement, mais c'est pour lui, il faut lire tout d'ailleurs. Hein. Il y a la question de la j'ai lu Heidegger, c'est infiniment compliqué. Alors, il y a la question de la technique, qui est cela, hein, raisonnement, et il y a un autre livre qui est justement la suite de ça, qui montre la ruse qu'on peut avoir par rapport à cet arraisonnement. C'est de lui que je tiens cette idée-là, fondamentalement. Et en allemand, c'est Die Kehr, le tournant. C'est le second livre qui est traduit, je crois, en français. Je ne sais pas si. Donc le salut est dans la ruse. Pardon ? Le salut est dans la ruse. Oui, eh bien, ce que je pense, moi. Hein, que je reste, je vous l'ai dit, tenant et théoricien de la sagesse populaire et du fait qu'il y a des formes de résistance. Je crois à la résistance. Ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé par rapport aux gestes barrières, au port de la muselière et autres signes on dit masque. Oui. Pardon ? Masque. Oui, j'ai dit muselière. Mais enfin, des trucs bon, certes, il y avait ces éléments-là, mais moi je voyais comment il y avait toute une série de résistances
par rapport à ça, et qui, en bout de course et par sédimentation, a montré que cette psychopandémie, pour moi c'est une psychopandémie. Oui, Donc, que cette c'est une opération politique, purement et Voilà, simplement. exactement. Alors, actuellement, c'est la même chose. Je le dis avec beaucoup plus de prudence, puisque là-dessus, je n'ai pas écrit et je n'écrirai pas, par rapport à l'unidimensionnalité du propos concernant la Russie et l'Ukraine, c'est aussi une unidimensionnalité, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de voir les mainstream où on n'a qu'une conception, le mal et le bien, hein, donc en fond le diable et ce qui est le bon Dieu, etc. Alors que le bon Dieu, le Zelensky actuellement, c'est un comique. Bon, j'ai eu, pour tout vous dire, la chance... C'est plus tragique que comique. J'ai eu, pour tout vous dire, la chance ou la malchance de dîner avec lui en 2019. Mon livre « Le temps des tribus » était traduit en Ukraine. Et c'est un de mes collègues qui est dans ce qui traduit partout. Ouais. Qui est l'ENA du coin, dont le président est le président de la République. Et donc, il venait d'être nommé président, mon livre est paru, c'était dans ce lieu-là, l'ENA du coin, je suis incapable de vous dire le nom de cette école, où il y a eu ce dîner, et pour moi, c'était un comique absolu. Voilà. On ferme la parenthèse, ça ne présente aucun intérêt. Par contre, ce qui est important, si vous voulez, c'est que est en train de changer dans l'opinion publique actuellement. Vous voyez, on n'est plus pris dans cette espèce de, encore une fois, voilà, la Russie, c'est le mal, etc. Et on voit apparaître sous forme, dans le sens simple du terme, d'indices. Hein. Pour moi, je suis attentif aux indices, index, hein, ce qui pointe. Hein. Je suis attentif au fait que de plus en plus, on ne supporte plus l'unidimensionnalité. Voilà. Alors, il faut compléter la pensée heideggerienne que vous avez beaucoup partagée, étudiée. Vous avez rencontré Heidegger, on en parlait au début de l'émission. Ça m'a étonné. Dans quelles circonstances? Au point d'ailleurs de vous inspirer de son chalet. J'ai pas entendu la question. Vous avez été proche d'Heidegger, vous l'avez rencontré, au point de vous inspirer de l'architecture de son chalet pour votre chalet dans les Hautes-Alpes. Non, mais tout simplement. Comment ça s'est passé, ça? Tout simplement, je vous ai dit, Lucien Braun, qui Braun, était mon professeur, lié pour les raisons que je vous ai indiquées à Heidegger, comme je faisais un travail sur la technique chez Heidegger. C'était ça, ce diplôme à l'époque, m'a amené deux fois à Fribourg et 2 fois à Tontenberg, voilà, avec une discussion. À l'époque, si vous voulez, en quelle langue? Moi, je me débrouillais bien en allemand, lui pas trop. C'était mi-français, mi-allemand. Oui. Voilà, hein, le truc dans ce genre. Pour tout vous avouer, même quand je suis allé le voir, j'étais très lié à des amis qui étaient du SDS, c'est-à-dire les gauchistes allemands. Hein. Pour eux, Heidegger, c'était le mort de la forêt noire. C'était ça, je traduis en français l'expression allemande, et je ne disais pas à mes bons amis que j'allais rencontrer Heidegger, même si je couchais le soir chez eux, par exemple, pour dire... Quel homme était-ce? Pour rester... Pardon? Dans le privé, quel homme était-ce? Ah ben, pour moi, j'étais un petit étudiant timide et heureux de le rencontrer. On parlait de la technique, justement, et de ce qu'il avait écrit à la suite de la question de la technique. C'est quand même le grand fait du siècle. Hein. Qui était, en effet, comment on ruse par rapport à la technique. Voilà, comment à la fois elle est là, et en même temps on ruse, ce que par après j'ai développé de diverses manières. Par ailleurs, et en ce sens c'était intéressant, et c'est pas de lui, mais enfin, puisque vous savez que je ne bois que du vin blanc, et c'était un bel ivrogne. Et il buvait pas mal de vin blanc, justement. Et chaque fois que j'ai rencontré des grands philosophes, je pense à Pierre Boutan, par exemple, que j'ai rencontré, je ne sais pas si vous l'avez connu. Non, j'ai pas eu l'honneur, j'ai pas eu la chance. Oui, j'ai pas eu cette chance-là. Oui. Alors, vous nous avez apporté une figurine, cher Michel Maffesoli. Racontez-nous un peu, c'est une collection, ça, vous faites la collection. Oui, j'ai pas mal de collections. Sur le fond, si vous voulez, c'est, comment dire, pour ma part, le vrai catholicisme n'est pas simplement chrétien. Hein, le vrai catholicisme qu'on va retrouver chez Maurras, ou qu'on va retrouver... Il est païen aussi. Oui, ben c'est le culte des saints. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, il y a une pluralité. Le vrai catholicisme de ma jeunesse, c'était au saint un culte de Dully, à la Vierge Marie un culte d'Hyperdully, à Dieu un culte de latrie. Hein, voilà, c'est ça la théologie fondamentale. C'est pas un polythéisme non plus. Moi, je ne dirais pas polythéisme.
Je lisais, C'est pour ça que je vous demandais si vous, encore ce matin, si vous croyez en Dieu. J'ai son livre. De catholiques qui croient en autre chose qu'en Dieu. Non, mais il peut y avoir justement, dans le fond, les saints, c'est les formes d'incarnation de la divinité. Oui, oui. Voilà, c'est tout. Hein. Et que le fait de sanctifier un certain nombre de personnes était à cet égard intéressant. Voilà. Donc je crois à cette espèce de présentation multiple qui va culminer dans le mystère de la Trinité. Hein. C'est-à-dire, il y a 3 personnes. Il y a le relationnisme, vous voyez, qui donne ce mystère de la Trinité. Alors fermons ça. Et c'est dans cette perspective que je suis attentif aux images. Et là, c'est pas un saint puisque c'est le Christ, hein, mais la petite histoire, c'est l'enfant Jésus de Prague. Ça, c'est l'enfant Jésus de Prague. Hein, alors, pour la petite histoire, des figurines que l'on voit chez vous en grand nombre. Oui, j'en ai beaucoup. La petite histoire, c'est que une des saintes pas négligeables, qui est Sainte Thérèse d'Avila, donne à une qui était attentive à cette figure-là, donne cette statue à une des carmélites qui part à Prague, au Carmel de Prague. Et donc maintenant, cette statue a été à Prague. Elle a été l'église où elle a été saccagée par les protestants. La statue a été cassée, rompue, etc. Et quelque temps après, un des carmes qui était là retrouve la statue, la restaure, et à Prague, il y a une chapelle importante où il y a des miracles qui sont faits par ce petit Jésus de Prague. Et dans nombre d'églises, vous avez des figures comme celle-là. Voilà. Alors voilà, pour moi, la filiation, elle est là. Hein, si vous voulez, pas païen, j'aime pas le mot, disons, l'incarnation de la divinité. Très chrétien. Non, l'incarnation. Hein, multiple. Pardon. Multiple. La Trinité, c'est multiple. Oui. Voilà. Alors, que de choses. Il faut que nous mettions un terme, hélas, à notre conversation, cher Michel Maffesoli, mais elle est interminable, à l'image de votre curiosité, de votre lucidité, de votre gentillesse et de l'agrément de notre conversation. Nous n'avons pas parlé politique. J'aurais pu dire que vous avez été dragué par des hommes politiques, y compris Nicolas Sarkozy, un certain temps. C'est aussi un signe de reconnaissance, n'est-ce pas? Tout le monde n'y a pas droit. Vous n'avez pas cédé, je précise. Oui. Vous connaissez les grands de ce monde. Le président de la République essaie aussi de vous passer le main dans le dos, l'actuel président. Oui, non, vous résistez beaucoup. Vous j'étais fonctionnaire. Totalement... Tous les présidents depuis Mitterrand m'ont convoqué. Moi, c'est ça. C'est tout. J'ai écrit un livre sur Sarkozy. Je me souviens de la rencontre avec Hollande, me disant bellement Monsieur le professeur, je ne lis pas. J'ai dit Président, ça se voit. par exemple. Mais c'est tout, encore une fois, avec cette perspective. Et j'étais invité à déjeuner par Marine Le Pen, par Chevènement, par Jospin et tout à l'avenant. Emmanuel Macron aussi, non? Oui, bien sûr, je n'ai pas envie d'en parler puisqu'il est en exercice, donc je ne dirai pas ce qui s'est passé. Mais ce que je répète, puisque ça a été écrit dans un article sur moi, je le dis simplement, et je sais que ce n'est pas très honorable ce que je vais dire, je n'ai pas de carte d'électeur, je n'ai jamais voté de ma vie. Voilà. Et je le dis chaque fois. Et je n'ai jamais voté de ma vie, vous voyez. C'est pour dire que, d'une certaine manière, je dis ça chaque fois que je suis convoqué, si je puis dire, ou que je suis invité par tel homme, de manière à ce que... Voilà, hein, j'ai dit, Julien Freund, le savant et le politique. Je ne suis pas dans l'ordre du politique, je suis plutôt dans l'ordre du savant. Ça, c'est Weber aussi. Ouais, c'est Weber, le savant et le politique, bien sûr. Très bien. Écoutez, il reste à vous lire. Il reste à vous retrouver dans les multiples interventions que vous faites sur les médias. Je dois dire que vous avez une place importante. Ouais. Et surtout parce que votre sourire cache une confiance extraordinaire dans l'homme qui est plus fort que la technique. C'est ce que je vois beaucoup en vous. Et de ce point de vue-là, vous m'apaisez beaucoup. J'espère que vous apaisez beaucoup de gens. J'espère que vous allez écrire encore beaucoup. Vous avez en préparation un livre sur les peurs, non? Je ne sais pas où il en est. Oui, il vient de sortir, Le temps des peurs, oui. Vous dites ça, vous êtes très gentil. Vous savez, mes livres sont très ennuyeux. Non. Il faut s'y accrocher. Non, ça dépend. Écoutez, l'ère des soulèvements qui est récent. Et pas, mon grand-père était muletier dans mon village.
Et la légende familiale dit qu'il haussait la mangeoire pour que ses ânes deviennent des chevaux. Et moi, à l'encontre de toutes ces plumes qui s'écrivent, ces pages qui sont comme des vols au vent, qui vont partir bientôt, j'écris un peu dans le marbre. Voilà. Écoutez, restons sur la belle image de votre grand-père luthier. Vous élevez la mangeoire, c'est-à-dire le monde tel qu'il faut le voir, avoir le courage de le regarder, pour que les ânes deviennent des chevaux. Merci pour ce travail d'éducation au sens précis du terme, et d'éduquer. Vous nous élevez jusqu'à vos montagnes, et j'espère que nous allons pouvoir vous lire et vous voir et vous entendre et vous suivre longtemps, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci bien, merci de votre invitation.